Entre la fascination de la côte du Pacifique à Acapulco et celle de la mer des Caraïbes sur la façade atlantique, le Mexique propose tous les climats, tous les paysages, toutes les végétations. Il était une fois un petit berger indigène d'origine zapotèque qui perdit ses paysans de parents à l'âge de 3 ans. Il fut ouvrier agricole et berger jusqu'à l'âge de 12 ans, quand il partit de son plein gré à Oaxaca dans le but d'étudier et d'obtenir en conséquence un meilleur niveau de vie. Alors qu'il ne savait ni lire, ni écrire, et qu'il ne parlait que le zapotèque. Un prêtre franciscain fut impressionné par l'intelligence de l'enfant, et il décida de l'éduquer. Cela devait mener Benito Juárez jusqu'à la présidence de la République. L'une de ces maximes domine précisément la ville de Oaxaca. Le respect du droit d'autrui, c'est la paix. J'ai supposé qu'en observant les images du premier plan de cette photo, nous avons une illustration symbolique de la réalité de la situation. Les rois de la route sont les conducteurs de camions et d'autocars. Étant payés au prorata des personnes transportées, les chauffeurs se font la course pour se voler les passagers. Dans un brinque-ballement ahurissant, crachant une fumée nauséabonde, les autocars emportent leurs clients qui remettent leur destinée à la Vierge de Guadeloupe, dont un petit autel orne la plage du tableau de bord. La pollution est terrible à Mexico City. Malgré les apparences, ce véhicule n'est pas un corbillard. C'est un autocar des lignes régulières. Que la Vierge de Guadeloupe accompagne les voyageurs qui vont ou reviennent vers leur humble maison ou jusqu'au bidonville qui ceinture entièrement l'énorme capitale. La place dite des Trois Cultures à Mexico City symbolise le cheminement complexe de cette nation. Le centre de Mexico City affiche nettement son désir de modernisation à l'américaine, qui se traduit dans son urbanisme. Le 16 septembre 1810, à 1h du matin, paraît-il, Hidalgo cria « Indépendance pour le Mexique !» Ce fut le départ d'une révolution nationale et sociale contre les riches et le haut clergé alliés à l'Espagne. L'insurrection fut écrasée et Hidalgo fusillé. Le pouvoir lui rend maintenant ses honneurs comme il se doit. La façade de l'immeuble de l'Université autonome de Mexico City. Les descendants métis
des anciennes civilisations locales forment une entité composite, nombreuse, vivante, laissée pour compte, mais fière et indépendante. Cette ancienne sculpture, parmi bien d'autres présentes en tout lieu, celle-ci évoque de manière évidente une anomalie médicale. Mais ces représentations sont curieusement très nombreuses. Histoire du Mexique. Histoire de ceux dont on n'écrit pas l'histoire. À Chichicastenango, célèbre village au Guatemala, l'église est à proximité du marché indigène. Les Indiens ont dû assimiler la religion imposée par les conquistadors et ont intégré le Christ à leur panthéon. Les rites religieux sont le reflet de cette ambivalence. Les photographies à l'intérieur des églises sont interdites. Mais lorsqu'on rentre dans une église comme ici, les statues des idoles traditionnelles sont bien dressées dès l'entrée, avec une grande richesse de candélabres allumés. Et en fond de cour, si je puis dire, le Christ et la Vierge ont des dimensions et occupent un emplacement beaucoup plus discret. Nous sommes accompagnés par un jeune guide vers le sommet d'une colline où est située une pierre sculptée avec des traces de feu. C'est le masque de Pascal Abar. C'est un site réservé à un culte secret, seulement pratiqué par les autochtones initiés. Et ce site échappe encore aujourd'hui aux évangélisateurs. Des sacrifices de volailles sont pratiqués ici et des prières spéciales sont psalmodiées à l'abri de toute présence indiscrète. Ces rites ont une fonction précise: chasser les mauvais esprits et tout ce qui pourrait nuire à l'harmonie du groupe humain. Les traditions se perpétuent. La monoculture du maïs est toujours pratiquée, qui a permis aux populations de se sédentariser. La forêt est détruite par larges zones. Les montagnes sont recouvertes de pelades. Je voudrais vous parler encore de ces peuples lointains. Nous nous sommes installés sur un promontoire
dominant un plateau déshérité, Monte Alban. Nous avons largement taillé la montagne, en forme géométrique rigoureuse et qui nous sont familières. L'installation de groupes humains à Monte Alban est très ancienne. Le site fut abandonné d'un seul coup. De nombreux personnages sont représentés avec des anomalies morphologiques. Les chercheurs pensent qu'il s'agit de cobayes sur lesquels des expériences médicales étaient pratiquées. Mais seuls les glyphes calendaires ont été déchiffrés. Il est d'ailleurs remarquable de constater que le compute du temps fut identique chez toutes les populations précolombiennes d'Amérique centrale et à toutes les époques. Il y a énormément de connaissances acquises dans ce domaine et les surprises y sont nombreuses. Par exemple, quelque chose qui vous est familier. Un siècle durait 52 ans et les 4 points cardinaux avaient des vertus magiques. Pensons à l'un des héritages de ce compute du temps qui nous est aussi si familier. Notre jeu de 52 cartes avec les 4 couleurs orientées dans l'espace selon la position des joueurs. Les tombes de Monte Alban recèlent des trésors, des poteries, statuettes et autres bijoux finement ciselés en or ou en jade, en perles, en os, en turquoise. Tombe numéro 7, riche de 500 de ses offrandes. Cela est daté d'avant l'an 1000, chez les Zapotèques de la région de Oaxaca. Près de Mexico City, le site de Teotihuacan. Cortés se réfugia auprès de ces pyramides pendant un moment de défaite, sans soupçonner l'existence de ces pyramides, alors recouvertes de terre végétale. Depuis plus de 5 siècles, la pyramide du Soleil est l'édifice le plus grand de Teotihuacan. Elle est située sur la chaussée des morts, près de la pyramide. Elle était dédiée au dieu de la pluie. Le début de sa construction se situe au 1er siècle après Jésus-Christ. Elle mesure 65 mètres de haut. Son escalier monumental comporte 265 marches. Sous la pyramide a été trouvée une grotte dont les 4 portes sont disposées comme des pétales de fleurs. Ces pyramides sont évidemment astronomiquement orientées. La chaussée des morts s'allonge sur 4 km. Elle comporte des volets d'escalier visiblement conçus pour l'usage d'êtres géants, à l'image de ce qui s'impose ici aux visiteurs quand ils contemplent toutes ces constructions improbables. Teotihuacan fut une cité sainte intégrée à une ville qui couvrait une aire de 40 km². En 1978, un dixième du site seulement avait été inventorié. Temple dédié à Quetzalcoatl, dieu partout représenté. En langage nahuatl, ce patronyme est une incarnation du serpent à plumes de Quetzal. C'est une divinité fondamentale chez les anciennes populations mésoaméricaines. En haut de la pyramide de la Lune, nous embrassons un fantastique environnement de construction, d'inspiration sacrée et d'une perfection mathématique évidente dans leurs proportions. En progressant vers le sud, dans le Yucatan, au cœur de la civilisation maya qui s'est épanouie dans cette forêt vierge, nous rencontrons le site
de Chichén Itzá. Nous sommes à l'intérieur de l'espace dédié au jeu de pelote. À l'origine, les Aztèques formaient un établissement stable entre le 9e et le 12e siècle, qui connut deux époques très différentes qu'il nous faut évoquer. Sous la domination d'une aristocratie intellectuelle, la première période fut très calme. La deuxième période connut un pouvoir militaire terrifiant qui pratiquait les sacrifices humains. Le début de cette seconde phase sanglante fut cependant marqué par le règne d'un prince éclairé et pacifique, bénéficiant d'une aura de légende, tant par son action civilisatrice que du fait de son nom mythique, Quetzalcoatl. Il fut contraint à l'exil qui le conduisit jusqu'ici, à Chichén Itzá, où la civilisation maya venait de s'effondrer. Le prince prestigieux avait quitté sa patrie en faisant le serment de revenir un jour, par la mer, lors du commencement d'un nouveau cycle calendaire de 52 ans. Et les pouvoirs qui suivirent vécurent constamment dans la hantise de la réalisation de cette prophétie. Nous en reparlerons. Le culte de la mort. Pour que vive le soleil, pour que vivent les hommes. Le jeu de pelote, la trajectoire de la balle en caoutchouc, représente la course du soleil. La balle passe dans ce trou, c'est un point de gagné pour l'équipe. Le mur du jeu de pelote. Cela nous rappelle des techniques incas beaucoup plus au sud du continent. La partie commence. Les joueurs vont s'affronter. La balle est décorée d'un crâne humain. Les mâchoires entr'ouvertes tiennent le symbole de la mort. Les hauts dignitaires observent le match. La partie est terminée. Pour les spécialistes qui ont étudié cette civilisation, la suite est très claire. Les joueurs de l'une des deux équipes vont être sacrifiés en offrande au soleil. Le couteau en obsidienne va fondre sur la gorge des sacrifiés. On voit bien qu'un joueur a la tête tranchée. Des jets de sang sortent comme autant de serpents. Les joueurs accroupis ont une expression grave et déterminée. Le prêtre sacrificateur, tenant dans sa main gauche le crâne d'un sacrifié, se dirige d'un pas décidé vers le mur des crânes. Sur des tiges de bois fixées horizontalement dans le mur, il accroche la tête des sacrifiés les unes à côté des autres. C'est l'ultime hommage au soleil. Quetzalcoatl, toujours, incarnation du principe créateur de la nature, initiateur de l'agriculture et de la vie civilisée, mythe venu de la lointaine civilisation de Teotihuacan. Intercesseur entre le monde des hommes et celui des dieux, le chacmol était le réceptacle des cœurs des sacrifiés. Pyramide dédiée à Quetzalcoatl. Ces 9 étages représentent les 9 régions du monde souterrain. Cette pyramide en recouvre une autre, et le temple qui surmonte la pyramide intérieure fut découvert intact. Les archéologues, en révélant ce trésor, furent probablement stupéfaits
de se trouver en présence d'un magnifique tigre d'inspiration maya dans ce temple, voisinant avec un chacmol toltèque, exemple étonnant de la rencontre de deux cultures. Cette pyramide est dédiée à Quetzalcoatl. Sa volée d'escalier impressionnante permet d'aller jusqu'au sommet. C'est vraiment une sacrée impression. L'ascension de ces pyramides n'est pas aisée pour les personnes sujettes au vertige. Mur de branchage, noyé dans de la terre séchée. Certaines chaumières sont plus confortables, avec leur façade en stuc. À Uxmal, ce haut relief a fixé dans la pierre l'aspect traditionnel de la hutte indigène. Uxmal. Les enceintes de cette structure quadrangulaire, nommée quadrilatère des nonnes, sont ornées par des représentations du dieu de la pluie et du serpent à plumes. Toujours cette rigueur géométrique. Il se trouve aussi beaucoup de motifs zoomorphes. La voûte maya. Les Mayas ne connaissaient pas la clé de voûte qui seule permet de construire des édifices de grande hauteur, comme ce fut le cas pour nos cathédrales. Les arcs étaient donc nullement fonctionnels. Les éléments de la voûte étaient montés par degrés à l'aide d'échafaudages. Les pierres décalées étaient fixées par du ciment. Aucune structure massive ne pouvait ainsi être supportée par la voûte. À Uxmal, la très spectaculaire pyramide du Devin, avec son escalier monumental vertigineux. Cet édifice, précisément, a été authentifié en tant qu'observatoire astronomique. Les prêtres astronomes mayas avaient maîtrisé et divinisé le temps, car toute la vie était complètement cadencée par un calendrier complexe et inexorable, avec des significations particulières associant les orientations selon les points cardinaux. L'explorateur Pierre Ivanov a largement contribué à démonter cette prodigieuse construction intellectuelle des grands Mayas. Ces Mayas avaient des connaissances astronomiques d'une précision confondante. À l'orée du Petén, au cœur de la forêt vierge, s'épanouit la grande civilisation maya de la période classique. Nous sommes à Palenque. Des panneaux de pierre pesant plusieurs tonnes ont été hissés en haut de la pyramide et abritent de petits temples couverts d'inscriptions appelées glyphes. Le plus célèbre tombeau à Palenque, l'énorme dalle qui le recouvrait, est soigneusement orné d'une scène vraiment curieuse. Au centre, un personnage semble manipuler les manettes d'un engin au sein duquel il se trouve. À l'arrière,
il y a comme des jets de flammes qui sont expulsés d'une tuyère. Les Mayas fondèrent assurément une société aussi prospère qu'énigmatique à nos yeux. Des milliers de constructions demeurent enfouies au cœur d'une forêt inhospitalière. Cela a été pleinement confirmé très récemment, en 2020, par l'utilisation de nouvelles techniques d'investigation qui permettent d'éliminer virtuellement la forêt tout en laissant apparaître un sol avec toutes ses structures, naturelles ou artificielles. Des méthodes identiques sont maintenant utilisées pour les recherches sur le fond des océans. Pierre Ivanov exposa le système mathématique Maya dans un livre important, Découverte chez les Mayas. Le calendrier Maya est extrêmement complexe. Grâce aux chercheurs, on en connaît aujourd'hui toute l'étendue de ses significations. Nous retiendrons simplement ici que ce calendrier décrit 4 mondes viables qui appartiennent au passé. Nous sommes dans le 5e monde, non viable, qui devrait s'anéantir en l'année 2087. Le calcul des prêtres mayas était si précis que la correction de leur calendrier est de 10 millièmes de journée plus exacte que le calendrier en usage actuellement dans le monde. On nous explique que de tous les anciens systèmes de computation du temps, ceux des Mayas et des autres systèmes mésoaméricains sont les plus complexes et les plus détaillés. Leur mois était de 20 jours, l'année civile était double. Un cycle sacré de 260 jours, dénommé Tzolk'in, et l'année vague de 365 jours ou Hab. Ces deux calendriers coïncidaient tous les 52 ans. Cette période de 52 ans était désignée sous le nom de Fesso, et elle représentait pour les Mayas l'équivalent d'un siècle pour nous. Leur année de 365 jours était véritablement comptée sur 360 jours, avec des chiffres ronds donc. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, le chiffre 5 était maudit. Et les 5 derniers jours de l'année, 360 plus 5, 365 jours, donc, les 5 derniers jours de l'année n'étaient pas pris en compte. Ils servaient en quelque sorte de poubelle. C'est à ce moment-là que les gens jetaient tout ce qu'ils avaient, les affaires. Ils se retrouvaient, je dirais, à nu, et ils remettaient le compteur à zéro pour tout ce qui était leurs affaires domestiques. On retrouve encore ces pratiques dans certaines populations actuellement sur le globe. C'est une représentation de ce genre qui aida à comprendre certaines particularités du fonctionnement de cette société. Par exemple, ici, le personnage de droite est un chef en titre. Il est représenté plus grand que son vis-à-vis. Cette scène décrit un moment de la transmission des pouvoirs civils et religieux. Nous nous trouvons confrontés à une architecture d'inspiration exotique en ce lieu. Inspiration un peu mauresque. Nous poursuivons notre route dans des espaces semi-sauvages. Les Mayas s'étaient implantés dans tous les pays de l'Amérique centrale que nous connaissons aujourd'hui. Les volcans du Guatemala se dressent fièrement autour du lac Atitlan.
Une sacrée collection de volcans. Celui-là était en éruption. Certains villages indiens attendent avec impatience la construction de la route bitumée. Nous allons bientôt en comprendre la raison. Il fait beau, mais de violents orages s'abattent sur la région l'après-midi avec une régularité d'horloge. C'est la saison des pluies. Ces derniers jours, les orages ont été particulièrement violents sur le secteur. Il faut que nous puissions poursuivre notre route. Cela ne s'annonce pas facile du tout. Une file de camions est effectivement bloquée sur plusieurs kilomètres. Après 5 heures de route dans des conditions un peu délicates, il semble bien que nous n'avons pas fini de galérer. Chargé de voyageurs, un autocar des lignes régulières est enlisé. Et depuis 24 heures, nous dit-on, et aucun secours n'est annoncé. La piste est défoncée sur une profondeur importante. Pour l'autocar, cela fait 2 jours qu'il est ainsi prisonnier de ce bourbier. Eureka! Un camion tracteur tout neuf surgit tout à coup, par hasard, et il est équipé pour tracter. Un premier essai pour désembourber l'autocar est un échec. Cette fois, on s'est mieux organisé. Je fais participer mon poids avantageux pour compléter le lestage du camion tracteur. Les infortunés voyageurs peuvent repartir enfin. Nous ne savons pas comment la situation va évoluer pour tous ces camions bloqués. Évidemment, nous faisons demi-tour. Le grand site maya de Tikal, ce sera pour une autre fois. Le site de Copan, donc au Honduras, aurait été choisi pour des études concernant la mesure du temps. Une véritable obsession chez ces peuples. Nous sommes attirés par une collection de visages sculptés dans la pierre et aux traits réalistes.
Itzama, le vieillard de Copan. Mais c'est le grand prêtre des Mayas, inventeur mythique de l'écriture et des livres. Le dieu du vent. 2500 signes sont gravés sur les marges de cet escalier dit hiéroglyphique à Copan. Ils étaient indéchiffrés. 28 dates ont cependant pu être identifiées, s'échelonnant de 545 après Jésus-Christ à 745. Toutes les 12 marches, des statues représentant des personnages de noble apparence, sont hiératiquement assises sur le plan médian de l'escalier. Les stèles mayas étaient les bornes du temps. Elles étaient élevées à la fin de chaque Katun, c'est-à-dire tous les 20 ans. Les stèles sont datées avec des glyphes calendaires qui sont familiers aux chercheurs. Elles sont gravées à l'effigie des chefs temporels du moment et témoignent de la dualité de pouvoir entre civils et religieux. Chaque centre maya avait son jeu de pelote. Cette stèle commémorerait une forme de congrès ayant réuni les astronomes mayas, qui se seraient rencontrés à quelques centaines de kilomètres de ce lieu, au Mexique actuel, à Xochicalco. Le but de cette assemblée aurait été de tenter de trouver une parade à la destruction de la civilisation maya, prévue par le diabolique calendrier pour l'année 1047. Les prêtres astronomes conclurent à l'inexorabilité de ce calendrier. Selon Pierre Ivanov, c'est alors qu'ils décidèrent de s'aborder leur civilisation, en s'immolant peut-être eux-mêmes, après avoir enjoint à leur peuple d'abandonner toute tradition écrite, de se disperser à tout jamais, afin de conserver une chance d'être sauvés. Nous nous retrouvons donc à Xochicalco. Il y a là un observatoire souterrain qui était spécialement conçu pour l'étude du Soleil. L'image du Soleil dans l'observatoire. Pas un centre maya sans observatoire astronomique. D'ouest en est, du nord au sud, nous retrouvons sans cesse ces témoignages enfouis d'une bien mystérieuse civilisation qui se situait sans nul doute dans la continuité de peuples plus anciens et extrêmement instruits. Souvenez-vous,
le prince prestigieux quitta sa patrie en faisant le serment de revenir par la mer pour le commencement d'un nouveau cycle de 52 ans. Quetzalcoatl était blond et barbu. C'est ainsi, dans ces conditions, alors qu'au départ il était ignorant de cette prophétie, c'est donc ainsi que Cortés posa le pied sur cette terre. Cette incroyable conjonction se vérifia quand Cortés eut la stupéfaction qu'avec ses 200 soldats, il neutralisa presque instantanément cette civilisation, dont les dirigeants paniqués pouvaient vérifier la réalisation de l'ancienne prophétie. Bien entendu, lorsque Cortés comprit rapidement la situation, il sut en profiter. D'autant qu'une fraction significative des populations assujetties était lasse des ponctions et sacrifices humains exigés et pratiqués au nom d'un terrible pouvoir religieux. Moctezuma identifia donc immédiatement Cortés à Quetzalcoatl. Un art religieux nouveau allait naître dû à cette mutation. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara. La couronne en plume de Quetzal que Moctezuma offrit à Cortés. Me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus bellas canciones. Les missionnaires chrétiens suivaient l'aventurier sur ses talons. Ils expliquèrent aux Indiens la monstruosité de leurs croyances et de leurs pratiques religieuses. Il fallait à tout prix faire voler en éclats tout le panthéon indien. Ils devaient réussir leur mission d'évangélisation. Ils dirent simplement « Vous et nous représentons la même chose de nos divinités, la croix. Vous avez perdu le sens du sacré en oubliant la signification initiale de ce signe. Il vous faut revenir aux sources, à la croix, à Jésus. » C'en était fait de l'empire des Aztèques. Le peuple métis allait naître. Il faut bien comprendre que ce peuple était très instruit, qu'il existait de nombreux documents appelés codex dans tout le pays. Delanda organisa le ramassage systématique de ces livres, qui contenaient toute l'histoire de cette civilisation. Ces sortes de bibles indigènes ne pouvaient vraiment pas cohabiter avec le Christ. Donc Diego Delanda organisa un gigantesque autodafé en cet endroit, comme il y en a eu encore récemment en Irak, où 2000 livres sacrés furent brûlés. Sur la prétentieuse façade de la résidence du sanguinaire colonisateur du Yucatan, Montiro, celui-ci s'est fait représenter de chaque côté du portail, marchant sur la tête des Indiens. Voilà qui ne souffre pas d'explications supplémentaires. Les petits personnages de chaque côté représentent l'architecte. Plus tard, ayant quand même pris conscience de la gravité de cette détermination destructrice pour anéantir cette civilisation, l'évêque Landa prit une importante décision. Il envoya des émissaires dans tout le pays et il fit rassembler un grand nombre d'enfants indigènes repérés très intelligents. Il leur fit apprendre le latin et l'espagnol. Ces enfants furent ensuite dispersés en charge d'interroger et de noter
ce que les anciens avaient pu conserver dans leur mémoire des enseignements sacrés. Il faut savoir que seuls 4 codex avaient survécu au massacre des livres, dont le plus célèbre est entreposé dans la ville de Dresde. Dans le Mexique que nous connaissons à cette époque, nous avions bien constaté que les jours de fête étaient aussi nombreux que les jours ouvrés consacrés au travail. Les artistes d'aujourd'hui puisent leur inspiration dans les représentations du passé qu'ils excellent à reproduire. On ne peut que s'interroger, sans trop d'espoir de réponse, sur ces peuples que l'Occident a anéantis jusqu'à leurs racines. Beauté de l'art classique maya. Jusqu'à l'art surchargé et décadent des Aztèques. Tulum était une ville-forteresse maya adossée à la mer. À vocation essentiellement religieuse, marquée par l'influence toltèque, comme l'indique la présence de ce chacmol. Ce site est remarquable à plus d'un titre. Le 4 mars 1517, c'est officiellement ici, pour l'histoire, que l'Occident rencontre le monde indien du Mexique par le canal du conquérant espagnol Francisco Hernández de Córdoba. De plus, on trouve ici les témoignages étranges d'un culte unique à une sorte de dieu descendant, représenté dans cette position. J'ai fait le rapprochement avec ce que tous les touristes peuvent voir à Acapulco. Depuis le sommet d'un immense mât, 4 Indiens descendent, accomplissant 13 tours autour du mât. Les cordes les rattachant se déroulent lentement. Attachés par les pieds, ils descendent donc la tête en bas. Un 5e personnage est debout, en équilibre sur le sommet du mât, martelant de ses pieds un rythme sourd. Ce rite viendrait des plus lointaines traditions des Indiens. On retrouve dans ce que je viens de dire les nombres magiques des Mayas, 4, 5, 13 et 4 x 13 qui font 52, soit le nombre d'années du siècle des Mayas. Cette représentation sidérale
de Dieu descendant et sa traduction actuelle avec les voladores d'Acapulco, spectacle très prisé par les touristes, mais quand on relie ces évolutions à cette représentation d'astronautes sur la dalle de couverture de la tombe à Palenque, cela interroge fortement sur un lien possible avec des civilisations beaucoup plus anciennes venues de l'espace. Par exemple, les Olmecs, civilisation encore plus ancienne, très peu étudiée, mais que les spécialistes estiment ayant possédé de très très grands savoirs, et aussi auteurs de représentations sculpturales très imposantes. Ce personnage semble commenter les mauvaises nouvelles du jour qu'il vient de lire sur son journal, ce qui nous rappelle tout à coup qu'il va nous falloir bientôt faire la même chose une fois revenu en France. Le Mexique nous livre sa dernière magie avec ce volcan enneigé, le Popocatépetl, dont la silhouette massive domine la capitale.